Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur du développement durable en France. On va décortiquer ensemble le parcours d'une idée, depuis les grandes institutions européennes jusqu'aux règles qui façonnent notre quotidien. C'est un peu l'histoire de la manière dont les grands principes se transforment en actions bien concrètes. Allez, pour commencer, un chiffre. Un chiffre qui interpelle. 70 à 80%. À votre avis, ça correspond à quoi dans le contexte des politiques publiques françaises? C'est une part absolument énorme, quel que soit le sujet, on est d'accord? Eh bien voilà la réponse. Ce chiffre, il révèle quelque chose de fondamental. La grande majorité de notre législation sur l'environnement vient en fait de l'Europe. C'est la transposition de directives européennes. Autrement dit, l'Union européenne est vraiment le moteur principal de l'action écologique en France. C'est notre point de départ. Bon, voilà notre programme pour y voir plus clair. On va suivre cette espèce de cascade des décisions. On part de l'impulsion européenne, on regarde comment la France transforme ça en loi, et ensuite on zoome sur des actions très concrètes. L'air, l'énergie, les villes et bien sûr l'eau. Alors, commençons par le début. Il faut bien comprendre que depuis les années 70, c'est l'Union européenne qui donne le la en matière d'environnement. C'est elle qui a lancé des politiques communes, en commençant par des approches très ciblées, secteur par secteur, comme l'eau ou la protection de la nature. Maintenant, l'outil que l'Europe utilise, il est super intéressant. C'est la directive. Attention, ce n'est pas une loi rigide qu'on impose de A à Z, c'est plus subtil, c'est un cadre. En gros, l'Europe dit, voilà l'objectif à atteindre, par exemple, améliorer la qualité de l'eau. Mais ensuite, c'est à chaque pays, comme la France, de se débrouiller pour trouver les meilleurs moyens d'y arriver avec ses propres lois. On passe donc à l'étape suivante. Comment ça se concrétise chez nous? La France doit prendre ses objectifs européens et les faire entrer dans son propre système juridique. C'est vraiment le moment où un grand principe devient une règle applicable sur le terrain pour tout le monde. Et pour faire ça, la France ne part pas de rien. Elle s'appuie sur 4 piliers, 4 grands principes qui sont inscrits dans le Code de l'environnement. Le principe pollueur-payeur, logique, celui qui pollue paye les pots cassés. Le principe de précaution, dans le doute, on s'abstient. Le principe d'action préventive, mieux vaut prévenir que guérir. Et enfin, le principe de participation, les citoyens doivent avoir leur mot à dire. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, au fil des décennies, ça a donné naissance à des lois majeures. On voit bien ici comment le cadre légal s'est construit, brique par brique. De la toute première grande loi sur l'eau en 1964, bien avant qu'on parle tous les jours d'écologie, jusqu'à la loi sur la transition énergétique en 2015, chaque étape a ajouté une pièce à l'édifice. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec un premier domaine, l'air et l'énergie. Les deux sont intimement liés, bien sûr, et leur impact nous concerne tous, car c'est un enjeu majeur de santé publique. Et pour bien mesurer cet enjeu, voilà un autre chiffre qui fait froid dans le dos, 40 000. C'est le nombre de décès prématurés qu'on pourrait éviter chaque année en France si on n'avait pas la pollution aux particules fines, les fameuses PM2,5. Ce n'est pas juste une statistique, c'est un coût humain énorme qui justifie l'action publique. Alors comment on fait? On retrouve notre fameuse logique de cascade. Tout part d'un grand plan national qui fixe les objectifs globaux. Ensuite, chaque région l'adapte à son territoire. Et puis, ça descend encore au niveau des agglomérations et des intercommunalités, avec des plans encore plus précis, tout s'emboîte. Côté énergie, justement, où en est la France? Ce graphique, c'est un peu la photo de famille de nos énergies renouvelables. On voit bien la place historique du bois énergie et de l'hydraulique, mais on voit aussi que d'autres filières comme l'éolien montent en puissance. Et la direction est très claire. La loi a fixé des objectifs qui sont, il faut le dire, hyper ambitieux pour 2030. Arriver à 40% d'électricité d'origine renouvelable, par exemple, ça demande un effort de transition absolument gigantesque. Ça veut dire qu'il faut mobiliser tout le monde, partout. Passons maintenant à l'endroit où tout ça se joue pour la plupart d'entre nous, la ville. C'est là que le développement durable devient très concret, dans notre façon de bouger, de vivre, bref, dans notre quotidien. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En un peu plus de 10 ans, la part de la voiture dans nos déplacements a bien baissé dans les grandes villes. Ça, c'est le résultat direct des politiques de mobilité. Plus de transports en commun, plus de pistes cyclables. Le changement est lent, mais il est bien réel. Pour penser la ville de demain, on entend souvent 2 expressions. La ville durable d'un côté et la smart city de l'autre. La première met vraiment l'humain au centre. La seconde mise sur la technologie pour tout optimiser. Mais le point crucial, c'est qu'elles ne sont pas ennemies. Au contraire, l'idée c'est que la technologie soit un outil au service d'une ville plus humaine et plus durable. On aborde notre dernier grand thème, et pas des moindres, l'eau. Une ressource essentielle s'il en est. Sa gestion en France, c'est un vrai cas d'école de gouvernance, avec des défis qui ne cessent d'évoluer. Ce qui est passionnant, c'est de voir comment notre approche a changé.
Dans les années 60, c'était une affaire d'ingénieurs, une vision très technique. Puis, en 92, tout change. L'eau devient un patrimoine commun. On commence à faire s'asseoir tout le monde autour de la table. Et aujourd'hui, le but ultime, c'est d'atteindre le bon état écologique. On est passé d'une vision technique à une vision globale. Pourtant, les défis restent énormes. La pollution aux nitrates liée à l'agriculture, c'est un problème qui dure. Les micropolluants, les restes de médicaments, de pesticides, de cosmétiques, c'est un vrai casse-tête car nos stations d'épuration ne sont pas toujours équipées pour les traiter. Et puis, il y a encore pas mal d'agglomérations qui doivent se mettre aux normes européennes pour le traitement de leurs eaux usées. Et ça nous amène au cœur du problème. Toutes ces lois, ces plans, ces technologies ne servent à rien si elles ne sont pas comprises et acceptées par la population. Le développement durable, ça a un coût, pas seulement financier, mais aussi en termes de changement de nos habitudes. La clé du succès, c'est vraiment l'adhésion du plus grand nombre. On termine donc sur cette question qui reste grande ouverte. On a vu toute la mécanique, de l'Europe jusqu'à chez nous. On voit bien que les choses bougent, qu'il y a de l'innovation. Mais face à l'ampleur des défis, est-ce que ça suffira? La question reste entière. Et la réponse, au fond, c'est nous tous qui allons la construire. Merci d'avoir suivi.